De retour dans l'Africa Newsroom, Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, Gracien Wukindikiza, éditorialiste à Africa 24, sont toujours avec nous. Place au grand angle. Le Soudan ouvre son uranium à l'investissement. Le pays possède la troisième plus grande réserve au monde. Sur le plan de l'investissement, une alliance stratégique existe déjà entre le Soudan et la Russie, notamment pour le développement de la grande station nucléaire de la capitale Khartoum. Mais les deux pays entendent accroître leur partenariat. Une délégation soudanaise se trouve actuellement à Moscou pour tenter d'accélérer la coordination. Voyez ce sujet réalisé par Nathalie. Le ministre soudanais des Ressources en eau et de l'électricité, Mouattaz Moussa, a annoncé le 10 mars la construction prochaine d'un réacteur nucléaire en partenariat avec la Russie. Cette nouvelle s'inscrit en droite ligne avec l'ambition de transformation de l'uranium nourri par le Soudan. En effet, le pays est en quête de financement pour faciliter l'exploitation de ce minerai. D'une valeur de 34,25 $ la livre sur le marché international, l'uranium pourrait permettre au pays de couvrir sa dette extérieure. Que les ressources tirées de l'exploitation minière doivent servir, et dans un premier temps, à résorber les désordres qui ont été créés ou les déséquilibres qui ont été créés sur le plan social et au moins environnemental. Maintenant, il faut reconnaître que les ressources, le supplément de ressources ou les ressources des autres ressources engrangées peuvent également servir au financement de la dette. Mais le financement de la dette peut ne pas être une poche de dépense prioritaire. Le Soudan compte également sur l'exploitation de l'uranium pour produire de l'électricité et ainsi accélérer le développement des industries stratégiques. Toutefois, le pays ne dispose pas de technologies nécessaires à l'accroissement de ce secteur. Depuis 2015, le gouvernement soudanais a confié l'exploration et l'extraction de son uranium à la Russie. C'est seulement dans les accords de négociation, il serait judicieux de mettre des clauses qui protègent l'exploitation future de cet uranium et qui protègent l'économie soudanaise. Le Soudan envisage la construction de sa première centrale nucléaire dans 8 ans sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a également adopté une législation ferme sur la commercialisation de ses ressources minières à l'international. Alors, la crise économique est véritablement profonde au Soudan. L'uranium, Gracien, est un secteur stratégique qui peut permettre véritablement de répondre à l'urgence. Répondre à l'urgence, ça sera compliqué, mais répondre vraiment aux problèmes économiques du pays, oui, on peut en dire, on peut le dire. Parce que, en fait, l'uranium intéresse les puissances étrangères. Or, maintenant, c'est la Russie qui est dans le domaine stratégique, surtout nucléaire. Et aussi le Soudan qui est intéressé pour avoir une centrale nucléaire. Et en même temps, comme le Soudan se trouve sous la menace éventuellement d'une éventuelle attaque des Américains, est en train de négocier une sorte de sécurité. Or, la sécurité, vous savez bien que quand on a des richesses comme l'uranium, c'est-à-dire que le pays qui vient pour exploiter, c'est le pays qui protège le pays. Ce pays-là, c'est comme le Niger. Le Niger est protégé par la France parce que la France, l'électricité en France dépend de l'uranium qui est au Niger. La France ne peut pas accepter qu'il y ait un autre pays qui attaque le Niger. Alors, ce qui se passe maintenant au Soudan, je pense que le président soudanais, il essaie de jouer sur plusieurs points. Sa sécurité, avoir l'électricité nucléaire et aussi avoir d'autres investisseurs russes qui ne vont pas regarder sur le côté des droits de l'homme. Alors, à la fin de l'année 2017, les États-Unis ont enfin levé l'embargo qui pesait depuis plus de 20 ans sur le Soudan. Bon, alors, les Soudanais et les Russes font des affaires depuis assez longtemps, mais est-ce que le renforcement de ce partenariat n'est pas quand même en train de prendre des allures d'une alliance stratégique anti-américaine ? Mais tout à fait. C'est la démonstration qu'il vient de faire tout à l'heure. Je souscris à ce qu'il vient de dire. Le fait de mettre à disposition l'uranium en échange de la construction des réacteurs nucléaires pour l'énergie, l'utilisation de l'uranium pour l'énergie civile, c'est en quelque sorte pour le Soudan
de se préserver de l'attaque des États-Unis, ou de se mettre sous la protection des Russes. Naturellement, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui a une instabilité permanente, où les conflits naissent partout, et être sous la protection d'un grand pays comme la Russie est une bonne chose, je pense. Alors, on l'a vu quand même dans le sujet, cela a été évoqué. Est-ce que, au regard de la situation économique, mais aussi sécuritaire, on va évoquer un tout petit peu plus tard la question sécuritaire, mais en tout cas, au regard de la faiblesse économique du Soudan, est-ce que le pays ne part pas avec un genre de handicap pour négocier au mieux, pour véritablement aboutir à un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie? En principe, ces partenariats, c'est difficile d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. En principe, les Africains, ils perdent dans ce genre de choses. Mais il se dit, le Soudan se dit, bon, je vais perdre, mais en même temps, je vais exploiter, je vais gagner un peu. Parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup sur le pétrole dans le sud. En fait, ils gagnent plus sur le transit et du pétrole du sud du Soudan, plus que vraiment le pétrole en soi. Et ils espèrent, disons, profiter au moins de cet uranium qui se trouve déjà dans des zones assez conflictuelles, en se disant que la Russie va aider, parce que la Russie, c'est un pays qui est capable de négocier, y compris les rebelles, y compris les gens quand on voit ce qui se passe par exemple en Syrie, que les Russes arrivent à parler aux Israéliens, aux Saoudiens, et à tout le monde. Ils ont développé une certaine diplomatie qui fait que ça peut aussi, disons, sécuriser, rassurer le président Béchir. Ça serait une très bonne chose et il pourrait en profiter, notamment en ayant l'électricité pour développer l'économie. Parce que les Russes aussi essaient d'investir en Afrique. Ils essaient de voir par quel pays ils peuvent rentrer. Ils regardent l'Égypte, ils regardent le Soudan. Il y a d'autres pays, des partenaires comme Mozambique, l'Éthiopie ou l'Angola. Alors, quand on regarde un petit peu ceux qui composent véritablement cette alliance, est-ce que le Soudan n'aurait pas pu quand même se montrer un peu plus ambitieux? C'est vrai que le Soudan aurait pu se montrer beaucoup plus ambitieux, mais déjà, l'ambition, c'est d'avoir cette énergie-là qui peut permettre aux Soudanais de passer de l'énergie de consommation à l'énergie d'industrialisation. Le seul inconvénient de cette énergie-là, c'est les déchets qui sont radioactifs. Mais sinon, déjà, rien que le fait de vouloir cette énergie, cette technologie qui n'est pas à la disposition de tout le monde, est une ambition déjà. Mais après, avoir un partenariat équilibré avec la Russie est très difficile, quel que soit le pays par ailleurs. Voilà, je pense. Gratien. Oui, bon, je pense que la question de sécurité de ces installations, il y a un phénomène, disons, ce qui va être investi au Soudan, c'est ce qu'on appelle les centrales nucléaires flottantes, c'est-à-dire qui sont pas vraiment ancrées dans la terre, comme ça s'est fait à Fukushima ou ailleurs. Donc, ils vont creuser dans le Nil, quelque part où ça va flotter. Il y a eu l'expérience d'un sous-marin atomique en Russie qui a été plongé, pratiquement, qui a été en naufrage. Et quand ils l'ont repêché, il y avait 2 réacteurs. Le premier réacteur n'avait pas explosé parce qu'il y a un système qui fait que quand il y a un problème, ça se coupe. Et le deuxième réacteur pouvait fonctionner quand ça a été remonté. Cela veut dire que le système en soi qui va être installé sera un système qui est très sécurisé par rapport au système installé, mais ça va produire installé sur Terre. Mais il n'y a pas zéro risque avec l'énergie nucléaire, il n'y a pas zéro risque. Non, il n'y a pas zéro risque, mais c'est plus sécurisé parce que ça produit, ce sont des petites unités, ce ne sont pas des grosses unités. Comment on transporte les déchets nucléaires là? C'est des déchets qui sont extrêmement radioactifs. C'est une question qu'il faut se poser. Je pense qu'ils doivent, dans les négociations... Ça, c'est le traitement. On parle du traitement des déchets. On sait bien que certains pays, par exemple, la France, par exemple, envoie les déchets nucléaires en Allemagne pour qu'ils soient retraités en Allemagne. La France ne retraite pas ces déchets. Donc, après, c'est un autre marché. Est-ce que la Russie va reprendre les déchets nucléaires? Voilà, c'est pourquoi il faut... contre de l'uranium. Ça doit être un accord global qui inclut ces aspects-là aussi de la protection écologique, si je puis m'exprimer ainsi.
Alors, sur la question sécuritaire, les réserves d'uranium sont concentrées dans la région du Darfour. Le Darfour, c'est bien sûr à l'ouest, dans les montagnes de Numidie au nord-est, et ensuite à Kordofan, ça c'est au centre. Au regard de l'instabilité de ces régions, en guerre depuis déjà plusieurs années, il y a de quoi quand même restreindre l'arrivée, en tout cas, des investisseurs. Ce n'est pas un pays qui, en tout cas, qui attire naturellement les investisseurs. Parce que le premier facteur pour l'investissement dans un pays, c'est la stabilité. C'est un pays qui est en proie à une instabilité et à la guerre qui est permanente là. Ça, je souscris tout à fait. Ça freine sérieusement l'arrivée des investisseurs. Absolument. Ce qui est vrai d'ailleurs pour le Soudan est vrai pour d'autres pays aussi. Bon, là, je pense qu'il va y avoir la diplomatie russe qui va intervenir. On sait qu'il y a un problème dans le Darfour, dans d'autres régions, mais on sait bien qu'il y a des bases arrières. Il y a des pays qui soutiennent un peu des rébellions à gauche, à droite. Alors, ces pays, bon, je ne vais pas les nommer, ces pays sont aussi des amis de la Russie. Ce qui fait que la Russie peut utiliser, disons, ces investissements, cette partie nucléaire, pour pousser le président Béchir à négocier et puis pour avoir un bon accord pour stabiliser la région. Souvent, c'est ce que font les Russes. Ils essaient de stabiliser, comme par exemple, comme ils sont en train de faire en Libye, pour essayer de parler. Ils essaient de parler avec les deux parties pour qu'ils sécurisent et qu'ils entrent dans le domaine du pétrole. C'est vrai que, tout comme la Russie, il y a certains pays comme la Chine aussi qui font fi de l'instabilité des pays, qui font fi des droits de l'homme pour venir investir dans les pays africains, qui font des trocs argent contre matières premières. Donc il y a des puissances comme ça qui ne sont pas trop regardants sur la sécurité des investissements, sur la stabilité des régions. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine. Mais c'est vrai que quand on prend la France, les États-Unis, beaucoup de pays occidentaux, avant qu'ils n'investissent dans un pays, ils regardent d'abord la sécurité, les infrastructures et beaucoup... Mais pas les droits de l'homme. Pas les droits de l'homme. Mais c'est vrai. Même la France aujourd'hui, beaucoup de pays, la plupart quand même font fi des droits de l'homme pour venir investir. Parce que ce qui compte aujourd'hui entre les États, c'est les intérêts. C'est vrai, mais le cas quand même du Soudan est très particulier. C'est un pays quand même qui est en proie à une instabilité, une longue instabilité. Gratien, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Almami Kaloko? Bon, oui. Parce qu'il y a quand même de quoi poser problème de l'exploration. En principe, oui, on parlait des pays occidentaux qui vont investir dans les zones, c'est sécurisé, où on respecte, c'est pas nécessaire, il n'y a pas de la sécurité. Par exemple, au Sud-Soudan, il y a des investisseurs, des Américains, même d'autres, même des Français. Et en Ouganda même, il y a une certaine instabilité dans le nord, il y a Total. Donc, finalement, ces pays, ils se disent, je vais y aller en attendant les droits de l'homme. Finalement, les Chinois, ils vont tout rafler. Maintenant, on va y aller comme on peut. On sécurise juste la partie qui est exploitée. Et puis, on sait bien, nos rebelles africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent sur tous les plats. La France veut investir dans un pays, les rebelles vont discuter avec la France et des fois on peut donner des munitions. On peut donner des munitions. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Regardez au Mali, le nord du Mali. L'armée malienne ne va pas dans le nord, mais c'est l'armée française qui se trouve là. Et pourtant, c'est la partie où il y a la rébellion et en même temps, c'est la région où il y a le pétrole, l'uranium non exploité. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer demain si l'armée malienne n'y va pas, et alors qu'il y a l'armée française? Qui pourra négocier les minerais? Bien sûr, ce sont les sociétés françaises, parce que c'est la France qui sécurise. C'est devenu la sécurité, finalement, est devenue la grande diplomatie. C'est le grand investisseur. L'armée, c'est l'armée qui sécurise les investisseurs. Donc, il y a un lien maintenant entre les investisseurs et les militaires. Almami Kaloko, vous voulez intervenir? Non, c'était juste pour dire que c'est vrai, aujourd'hui, la plupart des puissances quand même, y compris les Occidentaux sont insidieusement, ou en tout cas progressivement, graduellement en train de venir sur la position chinoise. Parce qu'au risque d'attendre les droits de l'homme, les Chinois vont finir par tout rafler et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Merci beaucoup pour l'éclairage, pour votre éclairage à tous les deux. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.